Ça, c'est du bon, hein. Avec des cascades françaises. C'est bizarre, ça partout, je pense, ça saute. Depuis que je me suis lancé sur Nienko TV, j'ai entrepris de parcourir le large panel de films écrits, réalisés ou joués par les plus grands de notre cinéma hexagonal. Mais la chaîne n'a pas vocation qu'à parler de mes goûts et de mes coups de cœur. Si l'on parle de réalisateurs tels que Claude Zidi, ou Francis Weber, en passant par Jean Giraud, ou plus récemment Bertrand Blier, ou encore Gérard Houry, cela ne veut pas forcément dire que l'on ne parlera uniquement que de leur chef-d'œuvre, mais plutôt d'analyser le bon comme le moins bon dans les filmographies des plus grands. Et l'idée n'est pas non plus d'affirmer, lorsque j'émets un avis, que j'ai raison et vous tort. Je vous donne un avis sincère, argumenté, étayé, documenté, exemple à l'appui, afin d'expliciter mon propos. Je tenais à ce que cela soit clair étant donné que nous allons parler d'un film qui est pourtant signé Gérard Houry, qui va mettre en scène Coluche, ce qui n'est pas rien potentiellement quand même, association qui pourtant est très loin d'aller de soi, pour un résultat final, franchement, nul à chier. Et je pèse mes mots. Bonjour à tous, bienvenue sur Nienko TV. Aujourd'hui, nous allons faire une rétrospective consacrée à La Vengeance du Serpent à Plumes, un film réalisé et écrit par Gérard Houry, en collaboration avec Daniel Thompson, avec Coluche. Ça saute. C'est bizarre, ça partout, je pense, ça saute. Après le triomphe de Rabbi Jacob en 73, Gérard Houry souhaite enchaîner, toujours avec Louis de Funès, dans un film qui devait mettre en scène un dictateur d'extrême droite qui souhaite reprendre le pouvoir avec un parti d'extrême gauche. Le scénario prévoyant de faux attentats contre le personnage de Louis de Funès, sans qu'il se doute que de vrais attentats se préparaient en même temps, et ce dernier les traverse sans se rendre compte du danger qu'il courait. C'était la base du côté comique du film. Mais 2 mois avant le tournage, Louis de Funès est dans l'incapacité de tourner suite à un double infarctus, et le projet du crocodile est d'abord reporté, puis définitivement annulé. Gérard Houry est donc désemparé, sans Bourvil décédé, et sans De Funès dont la santé décline, et il tente, entre 78 et 80, de mettre en scène un nouveau comique, alliant à la fois le comique de Funès et de Bourvil, mais dans un seul corps, Pierre Richard. Ces 2 films seront La Carapate et Le Coup du Parapluie. 2 succès corrects, avec respectivement 3 millions et 2,4 millions de spectateurs, mais des succès bien moins notables, et surtout des films bien moins marquants que les films précédents de Gérard Houry, Le Cerveau inclus. Le Cerveau, que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, parce que pour moi le film est à 2 vitesses, mais Le Cerveau avait quand même une certaine ambition. C'est avec Jean-Paul Belmondo que Gérard Houry retrouvera le succès dans L'As des As, en 82, avec plus de 5 millions de spectateurs, de quoi galvaniser Gérard Houry, qui malheureusement, l'année d'après, perdra son acteur fétiche, Louis de Funès, laissant Gérard Houry orphelin. Pour son projet suivant, Gérard Houry cherche dans ses souvenirs, ou dans son vécu, il le fait souvent, le point de départ d'une nouvelle histoire comique. Il repense alors à son père, qui avait une double vie, une maîtresse, qui, une année, était partie en vacances en sous-louant son appartement à une bande d'amis composée de jeunes hommes et de jeunes femmes. Quelques semaines après, à son retour, la police fait éruption dans l'appartement, demandant une perquisition. En fouillant l'appartement de fond en comble, ils y trouvent des armes. La bande d'étudiants appartenait en fait à la bande Abader. Dans les années 70, citez-moi le nom de la célèbre bande de terroristes allemands. La bande à Basile. Gérard Houry, à l'écoute de cette histoire, celle qui s'en servira un jour. Le réalisateur se souviendra également d'un voyage fait au Mexique, voyage durant lequel il a été particulièrement impressionné par la spectaculaire fête des morts. En associant cette idée d'appartement occupé par des terroristes à l'insu d'un personnage, et l'idée d'un voyage au Mexique, est né le scénario de La Vengeance du Serpent à Plumes. Et paf, ça fait des chocs à pic. Ce sera donc l'histoire d'un personnage naïf, préposé aux télécabines, qui vit à la montagne, et qui hérite soudain d'un appartement à Paris, lequel est déjà loué par 2 copines, en fait 2 terroristes. Déterminé à l'éliminer de façon accidentelle, le personnage principal se retrouvera embarqué dans des aventures qui vont l'emmener jusqu'au Mexique. À noter que quelques idées issues du crocodile, telles que les pièges placés à différents endroits qui se déclencheront sans que Coluche ne s'en aperçoive, sont une reprise du scénario du crocodile, histoire de recycler jusqu'au bout. Pour interpréter ce personnage naïf mais courageux, Gérard Houry pense à Coluche, qui avait joué un rôle équivalent dans Inspecteur la bavure, film durant lequel Coluche
passe d'un personnage assez maladroit et naïf de la police judiciaire à un personnage résolu à retrouver un bandit, quitte à ne pas respecter la loi pour arriver à ses fins. Le succès de 2h moins le quart avant Jésus-Christ en 82, film arrivant 3e de l'année derrière E.T. et l'As des As de Gérard Houry, va le conforter dans son choix. L'acteur avait en plus surpris tout le monde, de par son rôle dans Ciao Pantin, qui lui vaudra le César du meilleur acteur. Lorsque Gérard Houry raconte le projet à Coluche, celui-ci accepte, ravi de retourner à la comédie, d'autant plus avec Gérard Houry, dont il appréciait les films, en particulier ceux avec Louis de Funès, ayant eu la chance de tourner un film avec lui, ce qui leur faisait un point commun non négligeable. En plus, Coluche à l'époque, depuis quelques années, n'allait pas bien à cause de l'élection présidentielle, de ses problèmes de drogue, de ses problèmes avec les impôts, donc plus il pouvait s'éloigner de Paris, à l'étranger de préférence, loin, 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 plus il était d'accord. Donc le Mexique, ça lui allait très bien. Plusieurs amis de Coluche sont au casting. Luis Rego, que Coluche retrouve et qui jouera son meilleur ami, Farid Chopel, Josiane Balasco. L'écriture de Gérard Houry et de Daniel Thompson sera 100% dédiée au comique de Coluche. Comique que Daniel Thompson décrira comme rond, naïf, n'ayant pas la langue dans sa poche, mais fondamentalement gentil. Un personnage qu'aurait pu interpréter Bourvil, qui dans le rôle du Cornio, Antoine Maréchal, Maréchal. Ah, c'est pas moi, mais c'est moi. bénéficiait de la même écriture. Naïf, gentil, mais lorsqu'il réalise la situation, il prend les choses en main et a bien plus d'assurance. C'est l'un des 1000 problèmes de ce film, ce sentiment de déjà vu. Tant chez Coluche, à force de jouer le même rôle, encore une fois, Inspecteur la bavure, le scénario est le même. Chef, noir. Là. Allons-nous-en. Calmez-vous, Clément. Tu te rends pas compte que tu te fais manipuler, tu réalises que le méchant c'était ton ami, puis d'un seul coup tu décides de le retrouver, quitte à ne pas respecter la loi. Là c'est exactement le même principe avec un Coluche qui se croit amoureux mais qui se fait manipuler et qui décide d'aller limite se venger au Mexique. Tout en reprenant les vieilles ficelles des films qui ont le plus marché. On sent vraiment que Gérard Houry avait à cœur de répéter les mêmes formules mais avec les générations plus jeunes, plutôt que de tout remettre à plat. Ouvre! Il est mort? Mais non, il est pas mort! Il a juste pris une balle dans la tête! Erreur qu'il refera 9 ans plus tard dans La Soif de l'Or, un film qui souffre encore plus, peut-être pas plus parce que je trouve qu'il est quand même meilleur que Le Serpent à plumes, mais qui souffre des mêmes problèmes. La vidéo de La Soif de l'Or, elle est là pour ceux qui veulent la regarder. Les excès, en tout genre, propres au début des années 80, sera également une source d'inspiration pour Gérard Houry et Daniel Thompson, s'inspirant de nouveaux langages, des looks particuliers, tout en s'appuyant sur un élément d'actualité, puisque c'était juste après la conférence Nord-Sud pour la coopération et le développement de Cancun, fin 81, avec de nombreux chefs d'État tels que Margaret Thatcher, François Mitterrand, Ronald Reagan. Ronald Reagan, l'acteur? Et qui est vice-président? Jerry Lewis? Dont les images seront d'ailleurs détournées dans le film à un moment donné. Ces événements seront un prétexte pour que Coluche retrouve la trace des terroristes au Mexique, qui, comme par hasard, allaient s'en prendre à cette conférence. Et honnêtement, quand tu prends ces 4 idées qui sont censées faire un tout cohérent, dans les grandes lignes, l'idée est pas mauvaise. Tu hérites de cet appartement, on essaie de t'assassiner sans que tu t'en rendes compte, tu vas au Mexique pour te venger, tu tombes sur la fête des morts, puis sur cette conférence. Il y a de quoi tenir une petite heure et demie qui potentiellement aurait dû être pas trop mal. Et pourtant, soucieux de retrouver l'esprit des grands succès d'antan, Gérard Houry collabore avec d'anciens partenaires d'antan, à l'exception du producteur, cette fois-ci Claude Berry, car c'était le producteur attitré de Coluche par contrat. Il retrouve Henri Decaë à la lumière, leur 5e film ensemble tout de même, et avant-dernier film du directeur de la photographie qui malheureusement décédera 3 ans après. Et à mon avis, vu qu'il devait être âgé, ça devait déjà être la fin avant l'heure. Parce que la photographie, la lumière de ce film, c'est un des nombreux problèmes. Le film est sombre, typique années 80, mais on se croirait dans Terminator, sauf que c'est pas un film d'horreur, c'est pas un film fantastique, c'est pas un thriller, parce que Terminator, ça mélange un peu tout ça. Je trouve le film mal éclairé, même les paysages du Mexique sont pas mis en valeur, parce que l'image est sombre, peut-être que la météo n'était pas bonne, peut-être qu'il faisait trop gris. Mais je trouve que des films tels que Rabbi Jacob, La Grande Vadrouille, Le Cornio, qui proposaient aussi des voyages des paysans, en tout cas pour Le Cornio et La Grande Vadrouille, bah ça rendait plus à l'écran, ça fait moins vieux film,
que La Vengeance du Serpent à Plumes, qui paraît bien plus daté qu'il ne l'est. On en reparle dans la partie critique. Et Gérard Houry retrouve également Michel Polnareff, qui, je le rappelle, avait déjà travaillé sur la bande originale de La Foulée des Grandeurs, 13 ans auparavant. Et là, pareil, la musique de La Foulée des Grandeurs est extraordinaire, mais la musique de La Vengeance du Serpent à Plumes... Non mais oh! C'est comme la musique de l'homme orchestre, qui soi-disant est géniale, hein. Alors la musique, je sais pas, mais alors les chansons et les paroles, mais ça casse tout, on n'entend rien. On en a parlé il y a quelques semaines. Mais ce sont deux films où, en général, tout ce que les gens sauvent de ces deux films-là, l'homme orchestre et le serpent à plumes, c'est soi-disant les bandes originales parce qu'elles sont composées par des grands compositeurs, ce qui est vrai. Mais ça veut pas dire qu'ils réussissent à chaque fois. Encore une fois, la musique du serpent à plumes... Je ne lui trouve rien. Gérard Houry découvre durant la préparation du film le fief de Coluche, son hôtel particulier qu'il avait acheté rue Gazan, toujours rempli d'amis, faisant la fête chaque soir, parfois même toute la journée, avec des substances illicites. Un univers à l'opposé de celui de Gérard Houry, très peu à l'aise sur les lieux, mais il sera fasciné par la générosité de son hôte, qui laisse en permanence une corbeille remplie de billets de banque, où n'importe qui pouvait se servir s'il était en difficulté, une corbeille qui se remplissait au fur et à mesure qu'elle se vidait. Sachant que Coluche avait des gros problèmes avec les impôts, donc je pense que ce qu'il devait donner aux impôts, il le donne à ceux qui en avaient besoin. C'est pour ça qu'on aimait aussi Coluche. Mais cette différence d'univers se ressent sur le plateau, durant les prises de vue parisiennes notamment, où Gérard Houry ne retrouve ni la complicité qu'il avait avec Louis de Funès et Bourvil, ni la proximité qu'il avait développée avec Belmondo sur le tournage de L'As des As 2 ans auparavant. Leur mode de vie étant à l'opposé, et une génération d'écart n'aidant en rien à se rapprocher. Le tournage au Mexique sera même assez compliqué. Il y a eu quelques heurts parce que Houry avait un côté un petit peu maniaque sur ce qu'il voulait obtenir des acteurs. Houry ne supportait pas qu'il y ait un mot à la place d'un autre. Tant Coluche était assez insaisissable, pas forcément concerné ou motivé par le film en dehors des prises, car ne se considérant pas comme un acteur, en tout cas ça n'était pas sa priorité de carrière première. Il préfère louer une maison avec ses amis pour faire la fête tous les soirs, toujours sous l'emprise de substances, plutôt que de partager le même hôtel avec l'équipe, ce qui n'empêche pas le professionnalisme de Coluche une fois qu'il était présent sur le plateau. À sa sortie, La Vengeance du Serpent à Plumes réunit 2,6 millions de spectateurs en salle, des scores comparables aux deux films que Gérard Houry avait tournés avec Pierre Richard. Mais avec le recul, Daniel Thompson, sa fille, reconnaîtra que le film a coûté bien trop cher pour ce qui est présenté à l'écran, pour pas grand chose au final, à cause du tournage au Mexique, qui avait mangé tout le budget. Et que le film était du coup assez bancal, car la deuxième partie était trop sérieuse, n'étant pas drôle, comme si la fête des morts avait déteint sur l'objectif initial de la comédie. Sans compter que voir Coluche dans une tenue de squelette sur une moto, alors qu'il est mort à moto 2 ans après, ça donne toujours un peu la frousse cette image. En tout cas, ça a beaucoup marqué Daniel Thompson. Maintenant qu'on a parlé du film et de son tournage, voyons voir quels sont ses problèmes principaux, même si on en a déjà un petit peu parlé. Coucou, c'est moi. Oh merde. Oh, c'est de ma faute, excuse-moi. C'est rien. Ça sent le du verre blanc, ça porte chance. Je n'avais vu ce film qu'une seule fois dans mon enfance. Je n'ai rien retenu, sauf cette image du missile en fin de film qui tombe d'un hélicoptère. Je me rappelais qu'à l'époque que Coluche en incrustation c'était déjà très moche et que cette fusée en incrustation était très moche. Si t'as pas le budget pour faire quelque chose de présentable, vaut mieux pas le faire quoi. Parce que ça... La bombe tombe. Ne me dites pas que c'est pas gênant. Français ou pas, hein. En tout cas, c'était mon seul souvenir. Donc quand j'ai regardé ce film cette semaine pour préparer la vidéo, j'étais quand même en mode neutre. J'allais quand même voir un film de Gérard Houry avec Coluche. Ce qui normalement n'est pas rien. Mais pourtant, qu'est-ce que c'est faible. Je pense que c'est le mot ça. C'est ultra faible. C'est la production, la plus grosse production pour laquelle j'ai travaillé, ce film. C'était une super production. C'était vraiment tourné dans des conditions très luxueuses. Hein. J'avais un chauffeur personnel. Car doté d'un budget de 60 millions de francs quand même, bien plus que les films précédents, ça me semble étonnant que techniquement le film soit déjà autant à la ramasse. Alors qu'on a des décors potentiels de fou, mais qui ne sont jamais mis en valeur. Je pense à cette pyramide aztèque, mais je pense à tout. L'éclairage est moche, la lumière est moche, la réalisation est datée. Je pense à cette poursuite en moto vers la fin du film,
qui ne consiste qu'à des plans larges avec des motos qui passent devant la caméra, mais sans aucun rythme, sans aucune tension. Alors que je me rappelle que 2 ans avant, on avait la poursuite moto-voiture de l'As des As, qui était géniale. Avec des cascades françaises. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans? J'en sais rien. En tout cas, Gérard Houry n'était clairement pas inspiré. Visuellement, c'est simple, on aurait dit un film érotique qui passait sur la 6 le soir, le dimanche soir à 23 h. Sauf qu'il n'y avait pas le côté érotique. Quoique. Basta, non che la faccio più! Et même du point de vue interprétation, c'est pas du grand Coluche. Alors certes, il refait son numéro de faire la truie. Qui est toujours drôle, sauf que là, c'est tellement mal amené. La scène par exemple où il est dans le lit et pense que c'est sa nana alors que c'est le frère. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'on rigole, mais pourtant, en tout cas sur moi, je parle que de mon cas personnel, mais de ce que j'ai vu en commentaire, vous êtes très peu nombreux à avoir aimé ce film-là. C'est déjà vu et revu, et c'est mal timé encore une fois. Alors il y a quand même 2 ou 3 répliques made in Coluche qui marchent très bien, dont une en tout début de film, qui lance plutôt bien les hostilités malgré le générique interminable. Je regrette, monsieur, il est décédé. Ah, quand même? Ah, bah dites donc, ça c'est une bonne nouvelle, hein. Ah, bah ça fait plaisir. Vos gueules, c'est ma grand-mère qui est morte. Voilà, quand il y a du politiquement incorrect, avec Coluche, ça marche bien. Mais niveau interprétation, à part ça, il y a Philippe Corsante, que j'adore énormément, qu'on retrouvera dans La Soif de Land 9 ans plus tard. Mais là, il ne se contente que de bégayer tout le temps, il n'y a aucun intérêt. Des flics. Combien? 1, 2, 5, 12. Et son coup d'éternuer dès qu'il y a de la police, c'est du Gérard Houry, voilà. C'est digne des mauvais gags de Gérard Houry, type le coucou de l'As des As. Ou le dentier de Rabbi Jacob. Mais qui est-ce? Comment s'appelle-t-elle? Voilà, ça, on sent bien que c'est sa patte à lui. Tu fais le coup une fois, mais c'est lourd, quoi, c'est juste lourd. Le Gérard Houry sans De Funès, mis à part l'As des As, parce que c'est quand même Belmondo, faut pas déconner. Mais qu'est-ce que Gérard Houry devait à De Funès? Parce que c'est lui qui faisait tout. Ça se voit dans ce film-là. Il se passe rien. Alors, encore une fois, j'ai dit qu'il y avait 2 ou 3 bonnes répliques de Coluche. Il y a celle-là aussi que j'adore. Moi, je te coffrerai tout ça. Morico, Pataquac et compagnie. Ouais, mais les flics, ils sont salauds, ils les arrêtent parce qu'ils ont des têtes de métèques. Et après, ils les relâchent parce qu'ils ont du pétrole. Ou alors celle-là, quand il parle à un pompier. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. Et puis faites ramoner, sinon vous allez foutre le feu à chaque fois. Bon, si vous aimez pas le feu, faut faire un autre métier. Parce que là, il y a le feu, hein. Vous voyez, je suis pas si exigeant que ça. J'ai juste envie que Coluche envoie des taquets, quoi. Comme il sait faire. Mais alors là, on dirait vraiment qu'il est à la vieille école et qu'il a à peine un petit champ pour s'exprimer. Coluche s'est senti un petit peu étouffé, quoi. Coluche, il a engueulé, quoi. Alors qu'il s'y attendait pas. Vous voyez, il était un peu déstabilisé. Il disait, c'est la première fois qu'on me traite comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, bah, tu me fais chier, c'est tout. La meilleure partie, enfin, la meilleure partie du film, ça reste celle où il arrive dans l'appartement et qu'il se rend pas compte qu'il échappe à des attentats. En le coup du lustre, c'était raté. Le coup de la bombe dans le placard de la cuisine où il croit que c'est l'heure. Bon, y a rien à bouffer, ici? Ah bah tiens. 5h15, c'est l'heure, ça? J'avance, moi. C'est ce qu'il y a de moins raté dans le film, je trouve, et c'est quand même bien lourd. L'attaque dans le métro qui est rate parce que le Chinois glisse sur une canette que Coluche venait de jeter. Franchement, c'est indigne. Non seulement c'est moche, c'est laid, les bruitages sont ridicules, mais en plus, c'est du niveau... À la limite, voilà, les gamins, ils peuvent peut-être rigoler. On dirait les mêmes gags bien lourds de la première moitié du cerveau. Vous vous souvenez de cette vidéo où vous étiez nombreux à pas être d'accord avec moi. C'est chez moi.
mais c'est le même niveau. C'est niveau CP. En CP, tu rigoles encore à ça. C'est pareil que le gag avec le cheval et la chute. Aïe. C'est à la fois indigne de ce que Gérard Houry faisait, mais bien guidé par De Funès pour qui il écrivait, mais en même temps, c'est typique du mauvais Gérard Houry qu'on voit de temps en temps dans les films, même les meilleurs, où il y a toujours quelques fautes de goût qui lui sont dues. Alors attention, Gérard Houry, ça reste le réalisateur, a compris qu'un film comique pouvait coûter cher, qu'il fallait mettre des grandes vedettes, qu'il écrivait durant des années, c'était plutôt bien écrit. Je ne dis pas que Gérard Houry ne valait rien, je dis juste qu'avec De Funès et Bourvil, ou Montand, ou Belmondo, qui amenaient une énergie comique puissante, c'était bien. Avec un Coluche, on sait pas la même génération, ou avec l'âge qui fait que Gérard Houry n'était plus dans le coup, c'était moins bien, et c'est pas grave de vieillir, faut peut-être juste arrêter à un moment donné. Je crois que le pire, c'est l'otage qui à un moment donné a des yeux, des faux yeux collés sur la tête, et oh mon Dieu, il se réveille, il se rend pas compte qu'il voit rien, il se code dans le mur. C'est Toto qui est dans l'espace, il pète dans sa combinaison, et après il explose. C'est marrant ça? C'est presque insultant en fait, voilà. C'est comme le gag du mec qui tombe dans le vide ordure suite à un magnifique concours de circonstances. Voilà, ça me déface complètement, ça me déprime complètement d'assister à ça. Il y a une scène qui m'avait intéressé aussi, c'était quand on lui dit qu'il y avait des louis d'or qui étaient cachés chez sa grand-mère qui lui a légué l'appartement et qu'on les avait jamais trouvés. Le côté chasse au trésor, ça marche toujours. Sauf que même là, il se passe rien. Tintin! Les louis d'or vont tomber par la cheminée en pleine nuit, alors qu'à un moment donné, quand Coluche se rend compte qu'il s'est fait avoir, il va décharger plusieurs munitions de mitraillette et il va tirer partout, et ça aurait été bien qu'à force de tirer partout, il arrive à dévoiler le secret des louis d'or. Ça aurait eu une utilité scénaristique. Ça aurait été bien que le gag fasse avancer le scénario. C'est comme à un moment donné où on voit plein de personnages sur le flanc de ces pyramides avec des marches super casse-gueule qu'on voit dans Tintin et les Picaros par exemple. On se doute bien que si c'est Coluche qui va y aller un jour, il va tomber. Et ça rate pas. Puisqu'il y a Coluche, on va le faire tomber. C'est rigolo, Gérard Houry. Sauf que ça ne sert à rien. Alors que s'il avait échappé à ses ravisseurs à ce moment-là, en tombant, qui fait qu'il va plus vite, et que la chute lui permette de s'évader, ça aurait été un gag utile. Et non pas juste un gag pour faire tomber quelqu'un. Parce que faire tomber quelqu'un devant la caméra, pour faire rire, ce n'est pas drôle. Attends, je vais te la lire celle-là. Regarde, c'est Toto qui fait un défilé de mode, alors il s'habille en vomi. Voilà, c'est marrant. Et le comble du comble du comble, il y a beaucoup de combles dans ce film, c'est cette fin où tu te raccroches à une pseudo-histoire d'amour qui vient de n'importe où. Alors je veux bien qu'il y ait le cliché de la nana qui se sert du mec et qui finalement s'attache à lui, sauf que c'est absolument pas montré dans le film. À partir du moment où il arrive à déjouer l'attentat et à faire exploser la bombe dans l'eau, comme par hasard elle tombe amoureuse de lui et fin. Oui! Je crois que c'est la pire provocation que j'ai jamais vue en fin de film. Ça montre tellement que ça a été... La structure du scénario est bonne, mais une fois que tu rentres dans les détails, cette histoire d'amour qui n'a rien à faire là, ou en tout cas elle est très très mal faite, c'est presque une insulte encore une fois. Et même Daniel Thompson reconnaît que le scénario qu'elle a écrit n'était pas bon. Et en même temps, c'est facile à dire après. Quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte, donc je n'en veux à personne. Par contre, une fois que le film il est sorti, une fois qu'on a un recul de 10, 20, 30, 40 ans dessus, 39 ans en l'occurrence pour ce film-là, on peut se dire « Ah bah merde, ils sont bien ratés, quoi ». Et ça remet pas en cause la filmographie de Gérard Houry dans l'ensemble. Mais il faut quand même parler du tout. Et ce film-là, pour l'instant, c'est son pire que j'ai jamais vu. Faut que j'en revoie les autres. Alors, Vanille Fraise, je l'ai jamais vu. Le Fantôme avec chauffeur, je l'ai pas vu depuis longtemps. Mais je suis quasiment sûr que La Vengeance du Serpent à Plumes, ça va être dans le top 3 des flops de Gérard Houry. Hein. Je rappelle, 60 millions, Gérard Houry, Daniel Thompson, Coluche et d'autres acteurs de second rôle très bons. Ce film aurait dû être autre chose. Il n'aurait pas dû paraître plus daté que de l'été La Grande Vadrouille ou Le Corneau, qui sont sortis 20 ans avant. Ça n'est pas normal.
Donc pour ceux qui veulent défendre ce film, parce qu'il y en a toujours quelques-uns qui vont trouver que c'est bien, argumentez s'il vous plaît. Il y a des films dans ce genre-là où pour moi il n'y a pas de débat, ou alors si vous trouvez des choses bonnes, vous me les dites et vous argumentez, parce que là honnêtement, c'est une des premières fois, voire la seule fois, mis à part peut-être Prometheus, ça remonte ça, mais c'est une des rares fois où je ne comprends pas. Avec un tel budget, de tel talent, un tel potentiel, avec des gens qui ont déjà fait leurs preuves, j'avoue que j'ai du mal à comprendre le flop artistique de ce film. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Je sais que vous êtes très nombreux à être de mon avis, je l'ai vu dans les commentaires. Et pour ceux qui aiment ce film malgré tout, défendez-vous. Enfin, défendez-vous, je vous attaque pas. Mais dites-moi en quoi je me trompe ou en quoi vous n'êtes pas d'accord, sans juste dire « Ah bah non, tu te trompes, le film il est génial, point ». Dites-moi que vous aimez la photographie, dites-moi que vous aimez les bruitages, dites-moi que vous aimez les gags, dites-moi que vous aimez la poursuite en moto qui est ridicule, ou alors peut-être que vous aimez le singe. Pourquoi pas? Il est mignon. Mais ça suffit pas. C'est rien du tout, ça. Donc allez-y, argumentez, que vous aimiez le film ou pas, lâchez-vous dans les commentaires, et puis si vous avez rien à dire, vous avez juste à dire... Ça me rappelle l'histoire, tu sais... Ah putain! Merde. Tu t'es fait mal? J'ai fait mal. René, excuse-moi, René, excuse-moi. Ça m'arrive jamais, excuse-moi. Ce sera bon pour l'algorithme. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo très importante, je n'en dis pas plus. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo très spéciale. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.